Boomerang Éditeur Jeunesse présente L'île aux veuves, tome 2, La Libération. Un livre écrit par Nathalie Lambert et Fanny Bourque, lu par Catherine Brunet. Plus fort que la main qui passe par le vol, l'amour est la chute puissante qui roule le cœur dans l'abîme. Félix Leclerc, Carcajou ou Le Diable des Bois. Prologue. 15 mars. Les journées s'égouttent comme des perles, des larmes de l'océan. Les journées reliées par le fil du temps, brodées à même le quotidien. Certaines brillantes comme des paillettes, d'autres ténébreuses comme un soir d'orage, mais toutes indissociables, comme le bracelet qu'est la vie. Aujourd'hui aurait dû être le jour le plus merveilleux de ma vie. Un jour sans accroc, rempli de moments féeriques. Une perle incandescente parmi toutes les grisailles de mon existence. N'est-ce pas ce dont rêve toute jeune femme sur le point de se marier? Un coup de pied me force à baisser les yeux vers mon ventre rebondi, là où ma robe de mousseline blanche se fronce. À l'heure qu'il est, je devrais être au comble du bonheur, mais il m'a laissé là, seul devant l'autel. M'a laissé là à pleurer toutes les larmes de mon corps jusqu'à ressentir un vide douloureux, un creux béant au plus profond de mon cœur. Une tombe, creusée en moi exprès, afin que tous mes espoirs d'avoir une vie normale y trouvent leur fin. Une perle sombre comme un trou noir, qui m'engloutit comme des sables mouvants venus des étoiles. Mes illusions de future épouse ont disparu. J'aurais dû me douter de ce qui allait se produire, je savais que ça pouvait arriver après tout. Mais aveuglée par l'amour, j'ai voulu croire son amour sincère. J'y ai cru de toutes mes forces, de tout mon être. J'étais convaincue de pouvoir échapper à ce paradoxe qu'est une ondine, celle à qui nul ne résiste, mais qui n'est réellement aimée de personne. Puis, au moment même où je lui passais la bague au doigt, j'ai vu. J'ai vu dans ses yeux la réalité le frapper de plein fouet. J'ai vu notre amour se briser comme un collier qui vole en mille perles, comme une vague qui vient se fracasser sur la berge après avoir quitté son lit. Il a dû sentir mon pouvoir, mon emprise, sentir l'envoûtement le quitter. J'ai compris que ces sentiments ne résultaient que de l'effet de mon charme. J'aurais tant voulu qu'il comprenne, qu'il me pardonne et surtout qu'il m'aime, qu'il essaie de m'aimer du moins, ne serait-ce que pour cet enfant, notre enfant qui grandit en moi. Mais une grimace de dédain a brusquement inondé son visage, comme si je l'avais giflé. J'ai alors compris. Il ne m'a jamais aimé. Il ne m'aimera jamais. Tout ça n'était qu'un sortilège. 10 mai. Il a enflammé mon cœur, puis l'a réduit en cendres. Mais mon amour a rejailli tel un phénix. Puisqu'il ne veut plus de mon amour, je le donnerai dans son infinie grandeur à la chair de sa chair, ma Milane. Rien ne sera jamais plus précieux que cet enfant levé dans mes bras et emmailloté dans une légère couverture rose. Grâce à ma fille, je comprends enfin le sens de mon existence. 15 mai. Mon cœur, sans elle, n'est que bitume de poussière. Ma fille, mon enfant. Et pourtant, moins de 5 jours après son premier souffle, son père tente de me l'arracher. Requête pour garde complète. Il ose prétendre que je suis désaxée et suicidaire, que je représente un danger pour les autres et pour moi-même. Il est allé jusqu'à demander un mandat d'inaptitude, me traîner dans la boue et ternir ma réputation en me prétendant folle pour m'éloigner de mon enfant chéri. Milane, si je te perds, il n'y aura plus dans mon cœur qu'un désert stérile. Aucun amour, aucun espoir ne pourra plus jamais y grandir. Chapitre 1. Mardi. Il existe une réalité intrinsèque à la nôtre, cachée dans le repli même de notre normalité, comme un surfeur dissimulé dans l'œil de la vague. Un monde tout entier caché dans l'angle mort de l'humanité. Et je sens déjà un lien qui m'y relie, un lien que je ne comprends pas encore. Une racine commune plongée au cœur des entrailles de ce monde dont j'ignorais l'existence jusqu'à tout dernièrement.
et dont j'ignore encore tellement de choses. Je suis Milane, fille d'Ondine. C'est du moins ce que ma mère a inscrit dans son journal intime. Et je me demande souvent si mes pouvoirs ont tout bonnement sommeillé en moi pendant 16 années, ou s'il n'y a pas, ici et là, des incidences étranges qui auraient déclenché ma nature. N'avons-nous pas tous de drôles d'histoires, de coïncidences et de hasards à raconter? Et si j'étais la cause derrière celle-ci? Puis je secoue ces idées hors de ma tête comme on efface une ardoise magique. Je suis normale. Mais si je ne l'avais jamais été complètement? Oui, je le suis. En partie, du moins. Héritage de mon humain de père. Depuis son décès, je fais tout pour continuer d'avancer, mais je me sens souvent comme Sisyphe, subissant son châtiment, à rouler et à remonter inlassablement son rocher en haut de la montagne, à bout de souffle. On m'a proposé quelques rencontres avec M. Thomas, le psychologue de l'école, le seul de toute l'île en fait. Je dois avouer que je ne croyais pas trop au bienfait de la chose au début. Qu'allait-il pouvoir réellement faire pour m'aider? En quoi discuter avec lui, ou avec qui que ce soit d'ailleurs, atténuerait-il le poids de la douleur dans mon cœur? Et pourtant, après 3 semaines de rendez-vous, me voilà déjà un peu plus légère que je ne l'aurais cru possible. Par moments, la culpabilité m'inonde et m'imprègne encore tout entière et je m'en veux de tenter de me détourner de cette douleur. C'est comme si, en cherchant à l'oublier, je déshonorais la mémoire de mon père. Comme si je méritais ce poids sur ma conscience. Mais la plupart du temps, je réussis à repousser ce sentiment, à laisser l'instant présent me porter comme un cerf-volant au gré du vent. J'ai peine à contenir mon impatience d'enfin revoir ma tante Emma, la sœur de ma mère, qui devrait arriver d'un jour à l'autre afin de régler les questions légales de la succession de mon père. Impatience doublée d'une anticipation nerveuse qui me noue les tripes et accentue de façon exponentielle cette déplorable habitude que j'ai de me mordiller la lèvre inférieure. Ma mère est bel et bien vivante. Emma me l'a confirmé lors d'un appel qui a provoqué en moi une joie insoutenable, inespérée. Elle était sous le choc d'apprendre que je la croyais morte depuis ma tendre enfance, mais nullement surprise du mensonge perpétué par mon père. J'ai espéré un bref instant que je pourrais aller vivre avec ma mère, mais il semble qu'elle ne soit pas, du moins pour le moment, en mesure de prendre soin de moi. J'ai bien tenté d'obtenir tous les détails de sa situation, mais ma tante a coupé court à mon interminable flot de questions en disant qu'il vaudrait mieux en discuter à son arrivée. Je tourne délicatement les pages du journal de ma mère, lu sans pouvoir m'en détourner et relu d'innombrables fois sans toutefois en percer tous les secrets. Avec l'exaltation de notre voyage étudiant de fin d'année scolaire en Italie, Léna et moi n'avons pas encore eu la chance d'être seuls pour en parler. Maintenant, elle veut tout savoir, tout comprendre, comme moi. C'est quoi exactement une ondine? Demande-t-elle en déposant son livre pour me regarder en haussant les sourcils. Ma meilleure amie mord dans une réglisse à la cerise et remonte ses lunettes sur son nez, incapable de rester en place après cette révélation. C'est la première fois que l'une d'entre nous ose prononcer ce mot à voix haute. Je sais que si je ne réponds pas avec diligence, elle trépignera bientôt d'impatience. Chaque élément, l'eau, la terre, le feu et l'air, est porteur de créatures surnaturelles et, plus encore, de tout un monde dont l'humain ignore habituellement l'existence. Les ondines sont des génies de l'eau, dis-je. C'est tout ce que je sais pour le moment. Léna éclate d'un rire moqueur. Alors t'essaies de me faire croire que t'es un génie. Je lui lance un coussin par la tête. Léna l'esquive adroitement et engloutit sa réglisse, puis prend une gorgée de cola comme si elle avalait d'un même geste l'information avant de me demander « Et en quoi c'est différent d'une sirène? » Les sirènes sont des créatures aquatiques également issues de l'autre monde, mais les comparer avec les ondines, ce serait comme les comparer avec les humains. Ce sont 2 espèces complètement différentes. Sirène. Ce mot n'évoque plus, pour moi, l'image des contes de fées de mon enfance. Il est désormais indissociable de l'effroyable vision de Daria, celle qui était pour moi plus qu'une amie, en train d'aspirer la vie de Noé. Je suis à présent partagée entre mon amour pour elle et la colère qu'elle a fait naître en moi. Je me culpabilise d'éprouver encore de l'affection à son égard, de m'ennuyer d'elle, d'espérer la revoir. Au lendemain de l'arrestation de Daria, la GRC a quitté notre île, ce qui a aussitôt mis fin au couvre-feu. Samuel a été complètement disculpé de la mort de Justine et des autres victimes. Il a néanmoins été accusé d'agression sur plusieurs des filles du pensionnat,
et a été transféré de la clinique Gila à un centre jeunesse. Les habitants de l'île, bien que secoués par les derniers événements, sont soulagés de voir enfin les touristes revenir et la vie normale reprendre son cours. Quant à moi, j'essaie de replacer les pièces du casse-tête dans ma tête afin de comprendre le sens de tout ce qui s'est passé. Et même si je sais à quoi m'en tenir à propos de la prétendue arrestation de Daria, qui pourrait enfermer une telle force de la nature, j'essaie de tourner la page. J'attrape avec fébrilité mon sac à dos en denain rouge délavé, j'y range le précieux journal de ma mère et sors attendre Léna sur le pas de la porte. Celle-ci attrape une dernière réglisse et vide sa boisson gazeuse avant de me rejoindre à l'extérieur de sa maison et de la verrouiller à clé. Nos pas se suivent, comme toujours, semblables à deux cœurs qui battent à l'unisson, au rythme de nos pensées. Léna me pousse vers la petite bicoque bleu marine tout en bois qui tient lieu à la fois de boutique souvenirs et de point de vente pour les billets d'exploration sous-marine. Le vent du matin laisse sur mes lèvres ce goût salin dont je ne me lasserai jamais. « Premier jour de travail. Excité? » demande-t-elle, enthousiaste. « Y a pas de mots. » lui dis-je en souriant, tandis que le plancher de la cabane se lamente dans un long grincement sous nos pas. Sori, qui tient le guichet d'accueil, est vêtue du polo gris à l'effigie de l'entreprise touristique de l'île. En nous voyant, elle dépose maladroitement son cellulaire et nous salue. « Désolée, » fait-elle, gênée qu'on l'ait surprise en flagrant délit. Cécile me demande de ne pas utiliser mon cellulaire durant mon quart de travail, mais c'était si tranquille ce matin. Un seul groupe a réservé pour une visite guidée du Nadiyu avec vous. Son regard inquiet vogue avec affolement entre nous quand son appareil vibre sous le coup des messages en faisant un bruit sourd. Elle soupire, ferme les notifications qu'elle vient de recevoir, l'air embarrassé, puis monte le volume de son lecteur MP3 qui balance du stick figure pour couvrir le bruit de la sonnerie indiquant l'entrée de messages textes. « Le groupe a réservé pour quelle heure? » demande Léna. Je la connais assez pour savoir qu'elle résiste difficilement à l'envie de servir une réprimande à Sori. « Dans 20 minutes. » « Les participants ont signé la décharge? » m'informai-je en laissant mes doigts courir sur les articles, porte-clés, aimants, crayons, qui sont sur le comptoir caisse. « Non, je croyais que c'était votre boulot, » répond-elle, quelque peu mal à l'aise de son erreur. Je leur ai remis leur tenue de plongée. Ils sont en train de les enfiler dans le vestiaire. Léna réprime un roulement des yeux jusqu'à ce que nous soyons seuls toutes les deux. Retenue qui tient quasiment du miracle. Nous enfilons nos tenues de plongée dans l'arrière-boutique et je ne peux m'empêcher de rire devant les mimiques exaspérées de mon ami qui me sert un monologue, auquel je ne porte que peu d'attention, sur le sens des responsabilités. Une fois revenue à l'accueil, j'observe nos clients d'un œil qui exprime la courtoisie et l'expectative, le formulaire de décharge à la main. 3 préados turbulents nous attendent en compagnie d'un homme apathique qui se tient en retrait, l'air renfrogné. Voilà qui est prometteur, pensais-je en m'assurant néanmoins de retrouver un air souriant au moment de m'approcher de cet homme à la suite de Léna. « Merci de signer ces documents, monsieur, » dis-je en lui tendant la feuille. Bien que notre expédition soit sécuritaire, la plongée comporte certains risques. Il est donc important d'écouter et de respecter les instructions, annonce Léna d'une voix ferme, le regard soudé à celui du responsable du groupe, cherchant visiblement à le faire réagir. L'épave que nous allons visiter est considérée comme un monument historique, enchaînai-je en haussant le ton pour que les jeunes surexcités m'écoutent. Donc, tout comme au musée, il ne faut rien toucher. C'est notre première plongée officielle en tant que guide, et bien qu'elle soit qualifiée d'excursion pour débutants, la nervosité m'envahit dès que nous arrivons sur la berge et que j'entre dans l'eau. Mon amie, elle, semble parfaitement calme. Je lui envie cette assurance naturelle. Léna a confiance en ses capacités, alors que moi, j'ai l'impression de jouer un rôle, d'être une impostrice. J'évite le regard insistant des jeunes qui détaillent mes courbes, impossible à dissimuler dans la tenue de plongée moulante. Je me sens ridicule, mise à nu, vulnérable. Inspirant profondément pour retrouver mon sang-froid, je me retourne vers les garçons qui, tels des manchots maladroits, essaient d'avancer avec leurs palmes. Je retiens un rire et reprends un peu plus confiance en mes aptitudes. Nous terminons d'aider nos clients à installer leur équipement tout en donnant les dernières instructions. Puis, une fois tout le monde prêt, je mets en bouche l'embout de mon détendeur et je plonge, suivi par les autres. L'épave du Nadiyu étant accostée et submergée seulement en partie, elle se prête facilement à l'exploration par des amateurs. Nous longeons le navire.
Léna prend la tête et moi, je passe à l'arrière du groupe. Je dois intervenir 2 fois pour éviter que les jeunes touchent les parois. Puis nous entrons par la porte du navire. L'intérieur du bateau est recouvert d'algues et plusieurs objets, enfouis sous le limon, semblent intacts, figés dans le temps et engloutis par la vie marine qui suit son cours tout autour d'eux. Nous explorons l'épave en pointant différentes trouvailles à notre groupe, des chaises et de la vaisselle entre autres choses, sans oublier de leur faire découvrir les diverses espèces animales qui vivent dans nos eaux, des poissons, un homard, des crevettes. Pendant de longues et pénibles minutes, nous tentons de maintenir l'attention des jeunes. Ensuite, nous remontons à la surface, écourtant un peu la visite qui aurait normalement dû s'étaler sur près d'1 heure. Malgré nos multiples interventions auprès des jeunes, nous sommes non seulement satisfaites, mais fiers de notre performance pour cette première plongée d'exploration. Vous pouvez aller vous changer et déposer ensuite l'équipement juste ici, les informe Léna. Lorsque le plus jeune des garçons vient remettre son équipement à l'endroit indiqué, je remarque un objet qu'il fait rouler dans sa main libre. Qu'est-ce que c'est? As-tu pris ça sur le bateau? Demandai-je, la voix tremblante de colère, en repensant à toutes les superstitions concernant les épaves pillées. De plus, je sais qu'il existe plusieurs lois pour préserver celles-ci, et cette petite bévue pourrait donc être très mal perçue par notre employeuse, surtout pour une première journée de travail. Comment avons-nous pu rater ça? Quoi? Je n'ai pas expliqué assez clairement les instructions! Intervient soudain Léna, furieuse en lui arrachant l'objet des mains. Désolée, je ne croyais pas que... Je voulais seulement un souvenir, se plaint le garçon. Eh bien, on a une boutique pour ça. Maintenant, je vais devoir aller le remettre à sa place et je ne sais même pas où il va. S'emporte-t-elle en faisant tourner l'objet entre ses doigts, un œuf bleu agrémenté d'une écriture dorée. Je reconnais immédiatement un pisanki, un œuf ukrainien traditionnel. On en vend de semblables dans la boutique. Je me rappelle les avoir observés souvent, admirative de cette œuvre paysanne qui exige de la minutie et représente un travail de longue haleine. L'œuf est cuit dur et sa coquille est peinte et travaillée pour pouvoir se conserver grâce à un procédé élaboré dont j'ignore tout, sauf qu'il nécessite de la cire d'abeille. Ces œufs sont des porte-bonheur traditionnels en Ukraine, m'avait expliqué Cécile lors de ma première visite à la boutique. Je suis vraiment navrée pour cet inconvénient, s'excuse le père qui a entendu l'échange en revenant porter son équipement. Comment puis-je vous dédommager? Je ne l'ai pas vu faire. Respire, Milan, respire, m'ordonnai-je intérieurement pour rester maître de la situation et de l'énervement qui me gagne. L'homme a eu la tête ailleurs tout au long de l'exploration et n'est pas intervenu une seule fois auprès de sa bande de préados pour nous venir en aide. Ça va aller, monsieur, dis-je pour le rassurer, empêchant Léna, visiblement hors d'elle, de lui balancer des insultes ou pire, l'œuf en plein visage. Nous allons le remettre à sa place, conclut mon ami d'un ton sec. Le père tire alors son fils par le bras pour l'entraîner plus loin et le sermonner, puis ils embarquent tous dans leur voiture. Après leur départ, Léna se tourne vers moi. « J'espère qu'on ne se fera pas renvoyer pour ça, » dit-elle entre ses dents en déposant l'œuf rapidement dans mon sac. « Non, t'inquiète, » la rassurai-je en posant une main sur son épaule. « Nous irons le remettre dans l'épave au cours d'une prochaine exploration et personne ne le saura. Avais-tu une meilleure idée à proposer de toute façon? » Elle me tire la langue avec une insolence qui ne peut signifier qu'une chose. J'ai raison. Bien que les clients ne se soient pas bousculés en cette première journée de travail, il y a eu un bon roulement qui nous a à peine laissé le temps d'une pause entre chaque plongée. Celle-ci étant assez épuisante, nous sommes heureuses d'en avoir fini pour aujourd'hui. Après que Léna s'est changée et que j'ai remis mon short en jeans et mon t-shirt des Vandals, nous profitons d'un moment de répit au bord de l'eau pour écouter la musique de Dirty Heads avant de rentrer chez les Hébert. J'aperçois alors une jeune fille à la crinière rousse qui nous fait des signes en se dirigeant vers nous. Avec son maquillage exagéré et son air de chanteuse rock, elle ne ressemble en rien à une personne que je connaisse. Curieuse, je me lève pour l'accueillir. « Salut les filles, c'est moi qui suis chargée des visites dans la grotte aux sirènes. Je m'appelle Max. »« Tu n'es pas d'ici? Tu passes l'été sur l'île? » demande Léna en tournant un regard intrigué vers moi. « Oui, je viens tout juste d'arriver. Cécile m'a engagée pour l'été. »« Super. Nous allons peut-être avoir la chance de travailler ensemble. Tu peux dîner avec nous si tu veux, n'est-ce pas, Léna? Je crois que la pause est prévue à midi tapant demain. »« Oui, oui, » répond ma copine, l'esprit ailleurs. « Merci.
Et comme je ne connais personne, vous pourriez peut-être me faire visiter les alentours? Oui, bien sûr. Quand tu veux, réponds-je amicalement. Je propose à Max qu'on échange nos numéros et elle me tend son cellulaire, dans lequel j'entre mes coordonnées. Je souris en le lui redonnant et je remarque les tatouages sur ses jointures et le perçage qu'elle porte au nombril. Cette fille n'aurait pas plu à mon père, pensais-je. Ce détail ne fait qu'attiser mon intérêt et me donner plus envie encore de faire sa connaissance. Nous saluons Max et partons en direction de chez Léna d'un pas traînant. Elle a l'air cool, tu ne trouves pas? Interrogeai-je sur le chemin, le regard en coin rivé sur la réaction de ma meilleure amie. Ouais, répond-elle sans trop de vigueur. Pas trop mal pour une citadine. Pendant que j'y pense, je ne t'ai pas dit, ma tante Emma sera là jeudi. Je dois aller dîner avec elle pour discuter de la suite des choses. Je me mordis la lèvre, comme pour m'extirper de la soudaine mélancolie teintée d'anxiété qui voile mes pensées. J'en reviens toujours pas que ton père t'ait fait croire que ta mère était morte. Et j'en reviens juste pas non plus que ma propre mère m'ait menti. Elle n'avait pas le choix et tu le sais. J'ai tellement hâte de savoir ce qui lui est arrivé, mais pour le moment, c'est ma tante qui sera ma tutrice légale, pas ma mère. Tu crois qu'elle va t'obliger à partir avec elle? Demande Léna, inquiète. Je ne sais pas, mais je vais tout faire pour passer l'été ici avec toi. La rassurai-je en entourant ses épaules de mon bras. La proximité de mon ami et la douce chaleur de cette journée me réconfortent et font grandir en moi une lueur d'espoir sur mon avenir. Nous laissons nos pas nous ramener jusqu'à sa maison. En arrivant, je remarque les fleurs qui n'étaient encore que des bulbes il y a quelques semaines à peine lorsque nous avions aidé Lucie à préparer les plates-bandes. Elles se tendent maintenant vers le soleil en un joli capharnaüm de couleurs. Eden, qui s'affaire à laver sa voiture dans l'entrée de la cour, nous accueille joyeusement. Et puis, premier jour de travail, c'était comment? C'était bien, à part peut-être les 3 jeunes idiots à qui il fallait sans cesse répéter les consignes, dis-je en riant. Vous n'aurez pas toujours des clients faciles? Nous signale-t-il en ricanant tandis que nous entrons dans la maison qui embaume le poulet rôti. La jeune sœur de Léna, Alice, assise à la table, semble concentrée sur le dessin qu'elle fait naître à grands coups de crayon sur une page blanche. Lucie, elle, coupe des légumes en fredonnant sur un air mélodieux de Weezer qui joue à la radio. J'essaie de ne pas trop prendre goût à ces moments en famille, car je les sais éphémères. Moi qui n'ai jamais connu le confort chaleureux d'une maison, d'une famille, je ne peux pas m'empêcher de me sentir chez moi ici. Je m'empresse de mettre la table pendant que Léna y dépose un bol de salade. Le repas terminé, nous débarrassons la table et la préparons pour une partie de Monopoly. Je ressens un frisson et j'ai l'étrange sensation, non, plutôt le pressentiment, qu'un malheur va se produire. Je sens un regard constamment posé sur moi. Je regarde tout autour et vais même jusqu'à la fenêtre pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. En vain. Tu cherches quelqu'un? Lance Eden, me faisant sursauter. Non, j'ai juste eu l'impression que... Non, c'est rien. Allons jouer. Finis-je par dire, bien que la sensation que j'ai ressentie me laisse perplexe. L'argent aux teintes pastel défile sous mes yeux, mais c'est comme si je ne voyais plus rien. Un voile, que j'attribue aussitôt à la fatigue, s'est installé entre moi et le moment présent, comme de la buée qui se dépose sur une vitre. Je regarde Eden, qui semble bien fier d'être l'incontestable magnat de l'industrie ce soir. Son sourire taquin a quelque chose d'enjôleur. Léna, qui joue avec l'enthousiasme d'une automate, semble plutôt éreintée et tout bonnement blasée. Je lui demande si ça va. Ouais, vous avez entendu ça? Elle tente de repérer un son, inaudible dans la pièce. Puis, en voyant nos regards consternés, elle continue. Je sais pas. Je crois que mon imagination me joue des tours. Je vais aller me coucher. Je suis vraiment épuisée. Parfait, alors c'est moi qui ai gagné, s'empresse d'annoncer Eden. Je m'en fous. Tiens, fait-elle en lançant le peu de bien qu'il lui reste sur la table en direction de son frère. Mauvaise perdante, réplique-t-il en riant, ce qui a pour effet de mettre Léna en furie. Les voir se chamailler me fait sourire également, mais je décide malgré tout de venir à la défense de mon amie déjà sortie de la cuisine. Arrête de la taquiner. Elle est simplement fatiguée, on a eu une dure journée. Moi aussi, je vais aller me coucher d'ailleurs. C'était pas méchant, mais je comprends. Bonne nuit, Milan. Je me contente de sourire en me demandant pourquoi il a marqué une pause avant de prononcer mon nom.
comme s'il l'avait momentanément oublié. Je laisse échapper un bâillement, mettant de côté mes questionnements et je monte à ma chambre. Au moment de tourner la poignée, j'arrête mon geste. Un frisson me parcourt l'échine. Encore. Je cesse de respirer. Je me retourne, mais rien. Il n'y a rien, ni personne. À moitié soulagée, je me hâte d'aller me réfugier sous les couvertures. Malgré la fatigue, le sommeil tarde à venir. Mes pensées papillonnent. Et ce pressentiment, lourd, sombre, qui me guette, je le sens à nouveau. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je m'écroule finalement dans les bras de Morphée en espérant que mon sommeil sera paisible. Chapitre 2, mercredi. Léna me réveille et me pousse hors de mon lit sans ménagement. « Allez, faut pas être en retard au travail », dit-elle en pointant le réveil matin. « Si tôt », dis-je en m'étirant et en ramenant la courte pointe sous mon menton. « Oui, je veux tout préparer et il faut aussi s'assurer d'avoir le temps de remettre l'œuf en place. Il est toujours dans ton sac? Je n'ai pas envie de perdre mon boulot à cause de ce petit voyou. » clame-t-elle en ouvrant les rideaux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.